de jouer la réforme ensemble. Et il y a des attitudes qu'on attend de part et d'autre pour que nous soyons gagnants au bout de l'exercice. Donc, nous, au ministère du Marché public, nous décourageons formellement que les collaborateurs qui vont faire des réceptions acceptent des enveloppes. Nous décourageons cela et nous voudrons que les co-contractants nous aident parce que ce à quoi ils sont tenus, c'est de livrer conforme. Si on refuse de réceptionner une livraison conforme, alors il faut remonter à l'autorité contractante pour dénoncer parce que vous êtes en droit d'exiger la réception puisque vous êtes conforme aux prescriptions qui sont attendues de vous en fonction, en application des dispositions du contrat. Dans ce nouveau système, refusons le jeu de la corruption, refusons également ces mauvaises pratiques qui constituent à remettre des enveloppes aux commissions de réception. Monsieur le ministre, pardonnez-moi, pour être interactif, est-ce qu'il n'est pas plus aisé que vous actiez d'un texte très clairement pour sanctionner cette pratique et l'interdire? Mais, Monsieur le Président, je dis que le contrat, on est à deux. Tout à l'heure, le directeur de l'ARP rappelait que le marché, c'est le contrat entre deux parties. Vous avez l'obligation de livrer l'objet du marché et l'autorité contractante a l'obligation de payer. C'est très clair. Puisque le texte n'institue pas l'enveloppe, comment voulez-vous qu'un texte vienne interdire ce qui n'existe pas? Monsieur le ministre, soyons pratiques. C'est la pratique, Monsieur le Président. Soyons pratiques. C'est la pratique. Pardon. Vous avez donc une entreprise qui a gagné un marché. Il a commandé du produit ou bien il a fait une prestation localement en utilisant des machines, de la main-d'œuvre. Bref, il a dépensé. Prenons un marché sur lequel il aurait dépensé 400 ou 500 millions. Il a intérêt à avoir son PV de réception, ne serait-ce que provisoire, monsieur le ministre. Quand il est devant cette situation, on est dans une situation de rapport de force. Ne lui donnez pas cet argument parce qu'il ne le tiendra pas, parce qu'il est extrêmement affaibli dans ce rapport de force. Alors, je reprends ma question très modestement et humblement. Pourquoi, sachant que c'est des pratiques qui existent, vous ne sortez pas un texte pour clairement interdire cela et sanctionner de telles pratiques? Monsieur le Président, en ce qui nous concerne, aujourd'hui, au niveau du ministère du Marché public, si nous apprenons qu'un collaborateur est allé réceptionner un ouvrage, une fourniture, et qu'il a exigé une enveloppe, nous le sanctionnons. Très bien. Nous le sanctionnons. Très bien, très bien. Et je voudrais que nous jouons ce jeu ensemble. Très bien. Nous nous interdisons de demander les enveloppes et nous voudrions que les prestataires n'en donnent pas. Qu'ils n'en donnent pas. Ils ne sont pas tenus. Évidemment, Monsieur le Président, on a investi 400 millions, on est pressé, hélas. Et à ce moment-là, on fait des gestes, hélas. Mais si nous décidons de ne pas le faire, vous savez, il y a des pesanteurs, les habitudes, ça pèse. Et pour les casser, il faut un certain temps. Mais il faut commencer. Très bien. Il faut commencer. Okay. Voilà pour la question des enveloppes, pour la première question. Et la seconde, je pense, avait voilà, les pénalités de retard. Évidemment, là, c'est la question de rapport de force maintenant. Parce que d'un côté, l'État est prompt à prélever les pénalités. De l'autre, quand lui-même est dans le tort, eh bien, il ne s'applique pas vite la sanction. Mais le droit impose que le co-contractant est en mesure de demander à l'État de supporter le paiement des moratoires, des intérêts moratoires. L'intervenant s'est appesanti surtout sur les contraintes au niveau de la SONEL, contraintes ou abus, on dira quelque part. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est davantage une contribution que vous faites. Et un problème que vous posez, peut-être en le posant formellement, hein, on pourrait susciter des échanges avec cette tutelle que vous avez très bien identifiée, avec des pratiques qui ne contribuent pas véritablement qui ne vont pas dans le sens de la réforme, dans le sens de la performance que nous recherchons tous. Donc je pense, moi je suggérerais que vous nous saisissiez, peut-être même le maître d'ouvrage directement, je veux dire la tutelle, l'administration concernée, poser clairement le problème, donnez-nous une copie de votre requête, nous susciterons des échanges à partir de cette requête
que vous produirez. Ça pourra permettre de régler le problème d'une manière globale. Quant au troisième intervenant, il a posé une série de questions. Elles sont bien nombreuses. D'abord, la question de fonctionnement des commissions de préparation de marché qui validerait les appels à manifestation d'intérêt. Cela me surprend. Hein. Il faudra nous dire quelle est cette commission, je vous en prie. Parce que la commission, c'est les offres. La commission, c'est les offres. Les déploiements, les analyses, les attributions, les marchés. Voilà ce qu'on attend de la commission. Mais l'aspect que vous soulevez, c'est davantage le maître d'ouvrage qui est attendu à ce niveau-là. Et vous avez également parlé d'une succession de sessions en surnombre. Ça aussi, vous avez dit qu'il y a, vous connaissez la commission, vraiment 2 commissions, 2 sessions, peut-être 3 maximum. Si le dossier est complexe, si le dossier suscite des renvois, il y a des avis que le maître d'ouvrage, je veux dire l'autorité contractante ne partage pas, il peut ressaisir la commission. Mais si c'est elle qui s'organise à siéger indéfiniment pour multiplier les frais de session par exemple, c'est un abus. Et nous serions contents également, heureux d'avoir des indications sur ces mauvaises pratiques pour qu'on s'en prenne, pour qu'on interpelle cette commission-là. Très souvent, on se demande si on est conscient qu'au Cameroun, il existe des opérateurs économiques qui évoluent dans des secteurs stratégiques et qui, depuis de nombreuses années, réalisent à la satisfaction de tous des contrats dans des domaines avec une technologie pointue et qui ont des matériels qui répondent à des normes et à des standards internationaux. Donc moi, je m'adresse uniquement à ces opérateurs économiques-là qui maîtrisent leur travail, qui ont montré leur expertise, qui ont fait leurs preuves depuis de longues années. Qu'est-ce qu'on a prévu pour ces opérateurs économiques-là pour que du jour au lendemain, ils ne se retrouvent pas abandonnés au profit des étrangers, tout simplement parce que ce sont des étrangers, sans qu'il y ait un critère, j'allais dire un critère objectif. La qualité de ces opérateurs-là ne se discute pas. Jean-Daniel Kolo, NES Transit. Ma question s'adresse au ministre des marchés publics. Monsieur le ministre, au quotidien sont publiés des résultats d'appel d'offres. Et souvent, on observe que quelques appels d'offres sont déclarés infructueux. Que deviennent ces marchés? Qu'en fait-on? Je suis Paul Ma, directeur commercial de la société Golfin. Tout à l'heure, dans son propos liminaire, le secrétaire exécutif du JICAM a fait allusion à une frustration que vivent les sociétés pétrolières, en particulier dans le cadre des fournitures des produits pétroliers aux grands marchés structurants. J'avais posé le problème ici à la commission du JICAM qui réfléchit sur les grands projets dont M. Ndjike Fosso est le président. Et je ne pense pas que ce problème ait été suffisamment relayé. Excellence, Monsieur le ministre, je vous suggère, pour ce qui concerne les grands projets, en particulier ceux qui sont consommateurs de produits pétroliers, et il y en a beaucoup, je voudrais vous faire remarquer que pour construire une route, rien qu'en produits pétroliers, vous dépensez au moins 30% de ce qui rentre dans les coûts de la construction d'une route. Et vous avez comme ça un certain nombre de projets. Et là, on remarque de plus en plus aujourd'hui que ces marchés-là sont donnés en particulier à 2 sociétés que je ne citerai pas, mais qui sont bien connues. Il y a une dont les contrats sont signés à Paris, à la Défense. Je ne peux pas comprendre qu'on continue à donner des marchés aussi importants à une seule société. Il y a une autre qui se dit nationale, citoyenne, comme si les autres sociétés qui bénéficient des mêmes statuts, parce qu'après la libéralisation de la distribution des produits pétroliers, il y a quand même plusieurs opérateurs camerounais qui font un très bon travail, et c'est reconnu aujourd'hui. Je ne peux pas comprendre qu'une seule société continue de gagner de manière audacieuse des grands marchés, quelquefois qui n'arrivent pas à fournir
Donc, je voudrais vous suggérer, Excellence, Monsieur le ministre, que vous regardiez ce problème de près. Je suis Monsieur Tchako, le directeur général adjoint de Beta Construction. Nous sommes aujourd'hui, si je peux me tromper ou pas, environ 700 milliards de grands projets. Mais nous, les PME camerounaises, on avait défini clairement que nous devions avoir 30%. J'étais à Lompanga, j'étais au port Eau Profonde, j'étais à Menveleu, mais je suis revenu bredouille. Alors, je veux comprendre clairement pourquoi. Guy Martin-Ba. Ok. Ma question s'adresse à son Excellence, Monsieur le Ministre. Nous souhaiterons savoir aujourd'hui avec précision quels sont les paiements et les décomptes qui nécessitent aujourd'hui obligatoirement le visa du ministère des Marchés publics. La deuxième question, si vous permettez, oui, c'est un des acteurs dans la signature des décomptes, la mission de contrôle. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a des marchés qui sont en arrêt parce que la mission de contrôle n'est pas déployée sur le site ou bien qu'elle a complètement arrêté de travailler parce qu'elle a plein de factures impayées. Ceci est de nature à remettre à cause la bonne suite du projet, éventuellement l'entreprise qui est lui-même en charge des travaux. Ceci a pour conséquence soit d'avoir des décomptes qui sont validés parce que le co-contractant a donné des enveloppes à la mission de contrôle avec des risques qu'on ait des marchés à la fin qui ne sont pas bien exécutés, ou alors qu'on ait un marché qui prenne beaucoup de temps dans la réalisation parce que l'entreprise qui effectue elle-même les travaux ne peut pas avancer tant que la mission de contrôle n'est pas sur place. Pour terminer avec la troisième question à l'ARMP, on aimerait savoir dans tout ce circuit, attribution de marché, contrôle, recours, quel est le rôle véritable de l'ARMP? Je m'appelle M. Noumsi, directeur général de GEMO BTP. Donc ma question, en fait, je voulais poser la question à l'ARMP. Nous avons observé ces jours-ci que les entreprises étrangères sur les marchés de BTP se retrouvaient parfois moins chères que les entreprises nationales. Et nous en avons parlé largement dans cette salle, mais on n'a pas réalisé que ce phénomène découle des mesures d'accompagnement au niveau des PME. Nous prenons un exemple simple. Les entreprises étrangères fonctionnent dans leur logistique en immatriculation temporaire. Les entreprises nationales sont obligées de dédouaner le matériel pour travailler. Rien que cette différence oblige les entreprises nationales à avoir des coûts parfois plus élevés. Alors, la question était de savoir quelles sont effectivement les mesures d'accompagnement qui permettent que les entreprises nationales puissent faire une étude de sous-détail de prix unitaire inférieure, puisque tous ces facteurs influencent le prix unitaire qui, au final, augmente le coût de production. Gabriel Ngahal, directeur général de GSC Pichini. Au vu des propos liminaires de l'introduction, nous avons suivi qu'il y a quelques entreprises qui avaient porté plainte contre l'État pour un certain nombre de faits. Il y a eu Cométal, je crois qu'il y a eu FOMA. Tout le monde sait, ce sont les entreprises qui, au vu de tous, présentent tout ce qui permet à tout le monde de comprendre qu'elles ont tout ce qu'il faut pour faire la compétition. Je voudrais savoir tout simplement, Monsieur le ministre, au vu de ces procès, qu'est-ce que l'État compte faire par rapport aux différents
difficultés que ces entreprises rencontrent aujourd'hui? Je suis Alain Djantou, responsable d'une société spécialisée dans le traitement contre la corrosion et secrétaire général d'ADESCAM, Association pour le développement des entreprises de sous-traitance du Cameroun. Monsieur le ministre, on a parlé de préférence nationale. Et très souvent, on nous a dit PME de droit camerounais, PME nationale, et puis j'en passe. C'est quoi exactement la préférence nationale? C'est quoi national? Parce qu'une entreprise qui a son siège en France et qui ouvre une succursale au Cameroun devient une entreprise de droit camerounais et puis du coup peut compétir contre les PME locales, il me semble. Et puis j'ai trouvé que dans nos textes, par rapport à ce qui a été présenté, la préférence nationale est assez claire dans un pays comme le Maroc, mais chez nous c'est un peu ambigu. Quelquefois on nous oppose aussi pour certains marchés, on nous dit que c'est financé par les bailleurs de fonds, c'est financé par l'extérieur. Mais à la fin, c'est quand même le contribuable camerounais qui paye. Je voudrais maintenant m'appesantir sur deux entreprises particulières dans le domaine du pétrole, justement. Je prendrai le cas d'une société comme Perenco. Perenco est-elle une entreprise privée ou est-elle une entreprise camerounaise? Sachant que la SNH détient quand même la majorité des parts dans cette entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on regarde, quand on regarde un peu ce que font ces entreprises, elles passent des marchés sans qu'il y ait même eu des appels d'offres. Et en règle générale, ceux qui viennent travailler viennent de l'extérieur sans aucune compétence et c'est les locaux qui travaillent, mais derrière sont payés de façon dérisoire. Je prends le cas également de l'extension de la Sonara. Nous, on a vu une entreprise ivoirienne qui a été éjectée, remplacée par une entreprise portugaise, et subitement, le marché est passé du simple au double. On n'a pas revu d'appel d'offres, on n'a pas vu comment ça s'est passé, et du coup, toutes les entreprises, les PME camerounaises qui travaillent dans le cadre du contrat de la Sonara ont été purement et simplement évincées, avec des arriérés qui aujourd'hui, depuis 2 ans, ne sont pas payés. J'aimerais un peu savoir quelle est la conduite à tenir dans ce genre de cas. Des éléments de réponse à la série de questions qui ont été posées. La première est revenue sur la préférence nationale, en soulignant les insuffisances de la préférence nationale. Je pense qu'on peut tout simplement reconnaître ces insuffisances-là. Le principe est énoncé, mais ce n'est pas assez, on n'est pas allé assez loin. Et dans notre développement, nous avons dit qu'il fallait exploiter le plus possible le principe de la préférence nationale. C'est tellement insuffisant que les maîtres d'ouvrage, certains disent qu'ils ne veulent pas de la préférence nationale, expressément, dans les appels d'offres. C'est un problème. Parce que le Code des marchés publics, c'est un décret du chef de l'État ou du chef du gouvernement. C'est l'ensemble de ces textes-là qui constituent le Code. Et ce Code consacre le principe de la préférence nationale. Et nous avons dit que c'était un principe volontariste. On a parlé de patriotisme économique. C'est cela. Tous les pays le font pour protéger, promouvoir les PME. Donc nous disons que les textes devaient aller plus loin, soit en spécifiant le quota, soit en précisant qu'il ne faut pas, puisque le Code consacre le principe de la préférence nationale, pourquoi un maître d'ouvrage dirait expressément dans son marché-là qu'il ne veut pas le principe de la préférence nationale? La deuxième question, M. Ekolo, je pense, voudrait savoir que deviennent les marchés infructueux. Vraiment, il faut prendre cela au sens littéral. Infructueux, on recommence. On recommence. Mais parfois, on recommence, ça veut dire qu'on relance l'appel d'offres. Mais souvent, enfin, il arrive que pour des marchés sensibles, c'est infructueux, mais l'objet de la prestation a un impact, présente une certaine urgence. À ce moment-là,
Parfois, le maître d'ouvrage demande le principe dérogatoire, le gré à gré, mais parfois d'initiative nous-mêmes. Voilà en ce qui concerne la question sur les marchés infructueux. Une autre question, dans le secteur pétrolier, vous disiez en particulier, la troisième question, qu'on donne les marchés aux sociétés pétrolières, par exemple. On donne les marchés. Pour nous, donner le marché, ça n'existe pas. On ne donne pas le marché, vraiment. Le marché, c'est un appel d'offres, c'est des soumissions, c'est l'analyse, qualification technique, moins-disance financière. Voilà les règles. La quatrième question est portée sur la question des PME qui ne sont pas suffisamment, qui n'ont pas la promotion qui leur sont promises. Les 30% qui devaient leur être réservés, ce n'est pas toujours le cas. Je suis accompagné du directeur général des marchés des infrastructures. Je vais lui donner la parole. Il est prévu que pour les projets structurants, que la sous-traitance joue en faveur des entreprises camerounaises. Le problème qu'on a relevé, et ça j'ai pu le vérifier sur un projet, notamment celui de Benvele, c'est que l'entreprise qui avait gagné le marché avait sollicité des entreprises camerounaises pour la sous-traitance, mais malheureusement, les prestations qui étaient sous-traitées aux entreprises camerounaises, effectivement, n'ont pas été réalisées comme cela se devait. Tout simplement, certains ont abandonné les chantiers et d'autres... donc, ça c'était pour le cas de Benvele. Maintenant, pour les autres cas, il peut arriver que effectivement la sous-traitance, celui qui se plaint n'ait pas eu à obtenir des prestations. Mais je sais que pour l'homme Bangar notamment, qui est suffisamment encadré, la sous-traitance il y a des entreprises camerounaises, des sous-traitants camerounais qui sont en train de travailler là-bas. Bon, maintenant, évidemment, le problème majeur, c'est que la sous-traitance telle qu'elle est encadrée, c'est d'abord le maître d'ouvrage qui accepte le sous-traitant, c'est-à-dire qu'il y a une liste de sous-traitants qui est proposée par l'entreprise au maître d'ouvrage, qui accepte la sous-traitance, et il faudrait donc que ceux qui vont travailler puissent donner la satisfaction nécessaire. À la cinquième question qui avait trait au décompte, l'auteur demandait quels sont les décomptes qui passent par le ministère des Marchés publics. Nous disons que la circulaire présidentielle qui institue ce décompte ne change rien ni de sa définition, ni la manière dont les décomptes se déroulaient avant l'avènement du ministère et la compétence qui lui est dévolue d'apposer un visa final sur les décomptes. Les décomptes, autrement dit, tous les décomptes. Et pour nous, je l'ai dit quand j'intervenais au début, que ces décomptes-là, nous apportons le maximum de soins à leur traitement, parce que la circulaire présidentielle qui institue ces décomptes-là, elle-même, elle est très très stricte. Elle impose 3 jours pour apposer le visa ou pour rejeter. L'ANP reste l'arbitre. Lorsqu'il y a une faute, elle siffle. Et c'est un rôle où elle se sent particulièrement à l'aise. L'autre préoccupation, pour en revenir à M. Ndjemo BTP, et je crois que c'est justement ça le problème aussi, c'est un avatar de la préférence nationale qui est de manière, comment je veux dire, incomplète. Elle n'est pas appliquée comme elle se devrait. Parce que l'un des buts de la préférence nationale, justement, c'est de prémunir la petite et moyenne entreprise contre, justement, les avantages comparatifs. Parce que vous savez bien que la structure des prix, ou quand on s'en tient au décret fixant le régime fiscal et douanier des marchés publics, c'est que les marchés sont attribués toutes taxes comprises. Toutes taxes comprises. Il s'agit donc de pouvoir comparer ou bien de faire, compétir des gens qui sont dans des situations équitables. Et maintenant, l'un des rôles aussi, l'un des objectifs que nous recherchons à travers la PNE, la préférence nationale, c'est d'éviter justement que ces entreprises qui ont un back-office logistique
très puissants puissent justement percer des marchés à travers des filiales. Et forcément, justement, les coûts ne sont plus les mêmes. Les avantages comparatifs ne sont vraiment plus les mêmes parce qu'effectivement, vous, ici, vous vous débrouillez à payer une flopée de taxes, la douane, les impôts et tout le reste. Alors que quand nous sommes dans une relation de nature filiale, on se rend très bien compte que certains coûts peuvent être amortis et pris par les sociétés mères. Donc la préférence nationale, justement, lorsqu'elle est bien appliquée, permet de circonscrire ces avantages comparatifs pour prémunir la petite et moyenne entreprise au moment de la fixation des prix. Donc c'est un avatar d'une préférence nationale qui est mal écrite. Perenco est-elle une entreprise camerounaise ou étrangère? Je crois que la loi nous amène à aller déterminer la nationalité. C'est d'abord une société d'économie mixte ou une société à capitaux mixtes. Il faut donc essayer de voir quelle est la géographie du capital. Lorsque l'État est majoritaire au niveau du capital, à ce moment, nous pourrions dire que Perenco devrait s'astreindre aux dispositions du Code des marchés. Mais si l'État prend juste une participation qui la situe à un certain seuil, bon, nous sommes bien obligés de constater que, effectivement, les dispositions du Code de marché ne peuvent pas. C'est comme ça que la loi doit s'entendre par rapport à Perenco. Je ne reviendrai pas sur la question de la préférence nationale, mais je pense qu'il y a d'autres leviers, d'autres dispositifs de promotion des entreprises nationales qui ne sont pas forcément la préférence nationale. Je pense en particulier à un dispositif qui me semble avoir bien marché, ça s'appelait le fonds routier, qui était un payeur spécialisé du Trésor, qui était alimenté directement à travers une redevance pétrolière et qui permettait de payer dans des délais relativement courts les travaux d'entretien routier. C'est un dispositif qui a démarré, il me semble, il y a une quinzaine d'années, à peu près 20 milliards, qui est monté en puissance jusqu'à 50 milliards par an, avec l'avantage que c'était pérenne, c'était chaque année systématiquement ces montants-là. Et je pense que ça a permis de structurer un certain nombre d'entreprises. La plupart des grosses entreprises nationales du secteur, en tout cas du secteur routier, ont largement bénéficié d'un carnet de commandes régulier et de paiements réguliers à travers ce dispositif-là. Malheureusement, il me semble que ce dispositif est pratiquement mort ces dernières années. C'est très pénalisant pour le secteur, il me semble. Ça pourrait être un outil important malgré la taille relativement modeste du financement. Mais la configuration des marchés, le type de travaux était tel que c'était principalement destiné, sans qu'on ait besoin d'écrire préférence nationale, c'était principalement destiné aux entreprises nationales. Je pense que le JICAM siège au conseil d'administration, je ne sais pas si ça a changé, mais c'était comme ça il y a quelques mois, donc il y a manifestement action d'agir à ce niveau-là, comprendre ce qui se passe. La deuxième préoccupation, le DG a parlé des travaux Hachimo. Je vois ça régulièrement revenir dans les circulaires et autres, en particulier à l'occasion de la préparation du budget, mais rien ne se passe. Pour dire quand même que si rien ne se passe, c'est que ce n'est pas facile à mettre en œuvre. Ce n'est pas facile à mettre en œuvre, d'abord parce que le Hachimo, ce n'est pas des travaux manuels. Donc on a d'abord dans notre environnement un problème de... Non, je veux dire, oui, de compréhension de ce qu'il y a derrière. Ça ne veut pas dire travaux manuels, c'est que c'est des travaux qui sont mécanisés en temps normal et on va les faire manuellement. Et la mise en œuvre donc, demande des dispositifs particuliers. Les pays où cela a été mis en œuvre, en particulier en Afrique de l'Ouest et un peu dans des pays comme le Rwanda ou le Burundi, ça a demandé des dérogations au code, des dérogations au circuit de paiement. Et puis même en termes d'architecture institutionnelle, les structures qui mettent en place ce type de programme, ce n'est pas les ministères ce n'est pas adapté pour cela. En Afrique de l'Ouest, cela a surtout été mis en œuvre à travers ce qu'on appelait les adjectifs agences de gestion, agences de travaux d'intérêt public pour l'emploi, où on payait à la semaine.